Bonjour et bienvenue à tout le monde à ce webinaire de la Société Santé en français intitulé « Renforcement des capacités, explorer les déterminants de la santé et s'en servir comme levier pour agir concrètement dans divers milieux ». Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et je serai votre animatrice aujourd'hui. D'abord, une reconnaissance. Donc, je reconnais que je me situe sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et les nations, et lieu de la signature du traité de paix et d'amitié que les Malécites et les Micmacs ont conclu avec la couronne britannique en 1725. Je remercie les peuples Micmacs et Malécites de leur hospitalité sur ces territoires non cédés. Quelques mots sur la Société Santé en français. La Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. Les webinaires poursuivent 3 objectifs. Offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et finalement, favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Ces webinaires sont rendus possibles avec le financement de Santé Canada. Notre conférencière du jour est Madame Barbara Lauzier. Barbara Lauzier est une fière acadienne qui a effectué ses études à l'Université de Moncton en éducation physique, en concentration loisir. Elle a multiplié au fil du temps les expériences en développement communautaire et ce, tant au niveau municipal, régional, provincial que national. Depuis 1996, Mme Lauzier est la directrice générale du Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick, communément appelé le MAC. Le MAC est un organisme voué à la santé et au mieux-être en français, plaçant la participation citoyenne et communautaire au cœur de ses interventions. Barbara a siégé au Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick pendant 7 ans. Elle a alors osé contaminer le Conseil de la santé à la promotion de la santé. L'implication de Barbara avec les radios communautaires l'a amenée à visiter plusieurs coins de la planète. Barbara est une passionnée de lecture, une avide tricoteuse et quand elle trouve le temps de s'y consacrer, bien entendu. J'aimerais aussi ajouter que Barbara Lauzier est la directrice générale du MAC-NB, comme on l'a dit. Le MAC-NB, qui est le réseau coordonnateur du réseau Action communautaire de la Société Santé et mieux-être en français du Nouveau-Brunswick. Barbara et Estelle Lanteigne, directrice générale du réseau Action Organisation des services de la Société Santé et mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, ont préparé ensemble la présentation qui vous est offerte aujourd'hui. Malheureusement, une urgence de dernière minute empêche Mme Estelle Lanteigne de pouvoir participer à la présentation, mais elle tient à vous offrir ses salutations. Un peu de logistique avant d'aller plus loin, simplement pour vous dire que vous êtes tous en mode sourdine présentement, mais qu'on vous invite chaudement à participer tout au long du webinaire en utilisant la boîte de conversation au bas de votre écran ou, si vous êtes plus à l'aise, en utilisant la boîte de questions et réponses Q&R. En cours de présentation, il y aura quelques sondages interactifs. Alors, on vous en propose un premier. Les sondages interactifs sont facultatifs et anonymes. Cependant, nous vous invitons à y répondre. Alors, une première question de sondage interactif, vous la voyez apparaître à l'écran. Estimez-vous bien connaître les déterminants de la santé?
Alors, vous choisissez la réponse qui vous représente le plus. Oui, tout à fait. Oui, un peu. Ou non, pas du tout. Et la deuxième question, dans votre coin de pays, est-ce que les déterminants de la santé sont utilisés pour planifier les interventions auprès des gens? Oui, de façon systématique. Oui, de temps en temps. Ou encore non, pas du tout. Une fois que vous avez répondu aux deux questions, cliquez sur soumettre, s'il vous plaît, afin qu'on puisse comptabiliser les réponses. Alors, dès que, oh, wow, vous avez été rapide à répondre, merci beaucoup. Donc, la très grande majorité d'entre vous, donc 72 d'entre vous, estimez que vous connaissez bien les déterminants de la santé, 28 un peu. Et du côté de l'utilisation des déterminants de la santé dans votre coin de pays, on voit que pour 76 d'entre vous, c'est de temps en temps que les gens de votre coin utilisent les déterminants de la santé pour planifier leurs interventions. Le reste, 16 de façon systématique. Alors, merci beaucoup. Ça nous permet de mieux vous connaître et savoir qui se situe derrière l'écran aujourd'hui. Sans plus tarder, je cède maintenant la parole à notre conférencière du jour, Madame Barbara Lausier. Barbara. Merci beaucoup, Madame Boivin, Nathalie. Bonjour à tout le monde et merci à la Société Santé en français de nous offrir le privilège de vous présenter le fruit de notre travail. Et si vous le voulez, on va partager la présentation. Merci beaucoup. Je vous dirais tout d'abord que je vais vous présenter l'organisme que je représente, le Mouvement acadien des communautés en santé, parce que je pense que c'est important d'établir d'où vient l'intérêt pour la promotion de la santé. Le MAC a comme mission d'agir comme réseau de mobilisation et d'accompagnement des communautés locales et des populations de l'Acadie du Nouveau-Brunswick dans la prise en charge de leur mieux-être. Puis on le fait en faisant la promotion du modèle communauté école en santé. Si vous voulez aller à la prochaine, Madame, je veux vous dire que la vision de la santé qui nous habite est inclusive des grands déterminants de la santé depuis le tout départ, est inspirée des valeurs de la Charte d'Ottawa, pour la promotion de la santé. C'est riche. Nous, on mise beaucoup sur la participation citoyenne et communautaire et on veut y faire une place de plus en plus croissante. Elle est axée aussi, notre vision de la santé, vers des services de santé primaire transformés et durables qui répondent aux besoins de la population et qui rapprochent le système des communautés. C'est ce qui est notre vœu pieux derrière tout le travail que l'on fait. On peut aller à la suivante, s'il vous plaît. Je vous dirais, puis je suis obligée de vous conter les origines pour suivre la logique. Et vous voyez, en 1994, il y avait eu un forum socio-économique dans une région plus ou moins défavorisée du Nouveau-Brunswick, la péninsule acadienne, dans le nord-est de la péninsule acadienne. Et deux des priorités qui étaient sorties, c'était le transport et la santé. Mais les gens souhaitaient que l'on agisse en santé de façon plus large que le simple traitement de la maladie et de l'accès à l'hôpital, qui était souvent au centre des discussions. Et de 1994 à 1996, trois organismes acadiens, à savoir l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick et un groupe très communautaire actif sur le terrain, le Centre de bénévolat de la péninsule acadienne, ont décidé de s'allier pour analyser comment on pourrait travailler autrement en santé. De là est venu un voyage exploratoire l'année suivante au Québec qui a permis aux gens de découvrir l'approche ville et village en santé. Et c'est à partir de là que l'Agence de santé publique du Canada a financé un projet pilote pour expérimenter l'approche ville et village en santé dans la péninsule acadienne. Et au fil du temps, il y a eu un grand intérêt manifesté de la part de nouvelles communautés partout dans la province. Donc, en 1999, il y a eu la fondation et en 2000, l'incorporation de ce qui allait devenir le mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick comme un réseau provincial francophone
soutenant les communautés en santé. Dans les années 2000, on a intégré au MAC un réseau qui était en éclosion autour d'écoles en santé francophones. Et depuis ce temps-là, on fait la promotion, la mobilisation et la célébration de bons coups autour de l'approche de communauté et écoles en santé. Puis pour vous dire, les initiatives communautés en santé, je ne vous en parlerai pas très, très longuement. Je vous dirais, et il y avait 4 réseaux, les 4 réseaux provinciaux, c'est un jour mis ensemble. Le BC Healthy Community Network, la Coalition des communautés en santé de l'Ontario, le Réseau québécois de villes et villages en santé, le Mouvement acadien des communautés en santé, pour analyser ça et déterminer le cadre d'action de communautés en santé. C'est un cadre d'action sur les déterminants de la santé qui a une valeur fondamentale de renforcer les capacités et le pouvoir d'agir, tant sur le plan individuel, organisationnel que communautaire. Et ça passe de valeurs fondamentales ou je ne devrais pas dire valeurs fondamentales, de leviers de travail qui sont la participation communautaire et citoyenne, qui ne peut pas être abstraite de cette approche-là, de la collaboration multisectorielle, d'un engagement politique, de politique publique qui serait favorable à la santé et de développement communautaire basé sur les ressources déjà en place dans les milieux. C'est ça l'approche communauté en santé. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Et je vous dirais que ce qui a été nos sources, ce qui ont été nos sources d'inspiration pour démarrer le MAC et l'approche communautaire en santé au Nouveau-Brunswick, ça a d'abord été, je l'ai dit tantôt, la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, le lancement par l'Organisation mondiale de la santé du programme Ville Santé pour vivre mieux. C'est de là que découlent toutes les approches communauté, école, ville, santé, élan santé qu'il y a aujourd'hui partout dans le monde. En 1988, il y avait la création du Réseau québécois de villes et villages en santé qui allait devenir pour nous au Nouveau-Brunswick, quand on expérimentait les choses, une source d'inspiration, mais aussi un formidable accompagnement tout le long du processus. Et comme je vous l'ai dit tantôt, en 1996, l'Association francophone des municipalités, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, le Centre de bénévolat de la péninsule, écoutaient les besoins exprimés par la communauté d'agir autrement en santé, donc en amont de la maladie. Et depuis 1996, le MAC a toujours privilégié un ancrage terrain par et pour la communauté, en plaçant le citoyen et la citoyenne au cœur de son action. Puis notre force motrice demeure la vitalité des communautés, des organisations et des écoles en santé. Puis nos nombreux membres associés, on a 166 membres, un réseau qui rassemble à peu près une bonne partie des organisations, des municipalités et des écoles de la province, des écoles francophones, bien sûr. Et tout au long des années, on a eu des intérêts qui ont été manifestés de part et d'autre pour comprendre davantage quels facteurs influençaient la santé de la population et la santé de la communauté. Donc, au fil du temps, une découverte révélatrice dans le temps, je me rappelle, les fameux déterminants de la santé. Où est-ce qu'on allait avec ça et comment on allait le faire. Donc, ça fait, les déterminants de la santé sont depuis longtemps sur le radar. Il y a eu des moments cruciaux, puis je m'excuse d'utiliser les années, mais c'est pour essayer de faire une suite logique dans ma présentation. C'est rare que je suis logique, mais ça m'arrive éventuellement en me servant de chiffres. En 1999, naissait le Mouvement acadien des communautés en santé. En 2003, émergeait le Mouvement de la santé en français au Nouveau-Brunswick et au Canada. Et depuis 2003, le MAC, on agit comme réseau coordinateur du réseau Action communautaire de la Société, qui est un des 16 réseaux de la Société santé en français, comme Nathalie en a parlé tantôt. Et il y a des collaborations multiples et formidables avec le réseau pour l'organisation des services et celui pour la formation et la recherche. On travaille ensemble au sein de la SMEF pour faire avancer les choses. Et depuis plusieurs années, on a voulu apprivoiser ces déterminants de la santé-là, en faire l'apprentissage, la promotion, parce qu'on trouvait que c'était des leviers majeurs pour le travail en santé de la population, en santé communautaire, beaucoup en santé mentale, mais on voulait aussi faire comprendre que les déterminants de la santé étaient instrumentaux aussi en matière de santé primaire. Ce que les gens appellent communément soins de santé primaire, mais pour s'éloigner souvent de la notion de soins, on va parler de santé primaire au MAC. Donc, en 2007, le MAC publiait une première série d'outils promotionnels sur les déterminants de la santé. Grâce à un financement, je me rappelle, de Santé Canada. Et on avait eu une bande dessinée, une série d'affiches
des capsules radio, il y avait eu des cahiers à colorier pour les enfants, des cartes de jeu, etc., qui avaient eu un formidable succès, ces outils-là. Je vous dirais que dans les années 2010, il y a eu, à la fin des années 2010, on s'est aperçu que les outils devenaient de plus en plus désuets et on voulait y retravailler. Il y avait une demande pour avoir d'autres choses. Et en même temps, simultanément, le MAC et la Société Santé Mieux-être en français s'associaient pour analyser les modèles et les pratiques permettant de favoriser un rapprochement entre système et communauté. En même temps, l'Agence de santé publique du Canada, dans le cours de nos travaux, actualisait l'appellation des déterminants de la santé en 2019. Donc, ceci nous a amené à produire en 2019-2021 un document de recherche faisant un tour d'horizon sur le thème des déterminants de la santé. Et en 2021, on est heureux de vous annoncer une cuvée nouvelle des déterminants actualisés de la santé. C'est ce qui est l'objet un peu de la présentation aujourd'hui. Donc, un rappel, l'approche communauté école en santé, pour nous, c'est une stratégie gagnante pour agir de façon aussi efficace que possible sur les déterminants de la santé. Puis c'est au centre de l'action du MAC, du Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick depuis 1999. Et si vous vous demandez si la photo des pommes est à l'envers, elle ne l'est pas. C'est comme ça qu'elles ont été posées, la photo n'est pas à l'envers. Et on a eu beaucoup, à toutes les présentations, quelqu'un nous dit mettez vos pommes à l'endroit, mais si on les met à l'endroit, c'est pas beau. C'est comme ça qu'elles ont été posées. Voilà, désolé, c'est Rivan et celle qui pèse les pitons. Je veux dire aussi qu'au fil des années, l'alliance entre le Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick, et c'est depuis 2003 qu'elle tient, et la Société Santé Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick a été formidable et nous a donné des moyens pour pousser encore plus loin beaucoup de nos travaux et de nos expérimentations. Comme je vous rappelle qu'on coordonne le réseau Action communautaire, ce qui donne une synergie dans l'action assez intéressante. Et si on continue, la prochaine, je vous dirais, ceci m'amène à vous dire, et je salue ici Estelle Lataigne, comme Nathalie l'a mentionné, qui a travaillé avec moi à l'analyse des déterminants de la santé dans le but de cette présentation ici. Je vous présente tout de suite, et c'est la perspective conjointe du MAC et de la SMEF, pour ne pas les nommer toujours à longueur, mais vous avez les logos là, qui a mené à l'aboutissement de ceci. On l'appelle le soleil des déterminants de la santé. Je vous ferai remarquer que dans le centre du soleil, il y a la communauté, il y a les individus qui sont au cœur de toute notre approche, donc on a voulu le faire, et les rayons du soleil rayonnent autour des 12 déterminants de la santé. Et on a pris, puis on a voulu décortiquer les déterminants de la santé. Si on va à la prochaine, Chérivan. Merci. Je voulais vous dire que pour chacun des déterminants, des 12 déterminants de la santé, ce qu'on a fait, on a développé une fiche informatique, une fiche d'information qui permet d'expliquer ce que serait, par exemple, la race et le racisme, de quoi on parle, et tout ça. Ces textes-là ont été validés par au moins une quarantaine de partenaires. On a voulu, les communautés et les écoles nous ont demandé de simplifier autant que possible les textes, de les rendre accessibles et d'utiliser un langage suffisamment clair pour que tous les gens puissent les comprendre. Ça fait que c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et voici, vous aurez de l'information sur les documents plus tard et les liens pour vous y accéder, ne craignez rien. Si on va au premier déterminant de la santé, et ici on parle du, c'est beau, c'était bien, merci. Et on a pris des extraits des textes qu'il y a dans chacune des pages pour ne pas toujours être redondant ou... Le revenu et le statut social, on sait que c'est un revenu qui a un impact majeur sur les conditions de vie et sur la santé. Il y a des gens qui disent que c'est le plus important. Moi, je dis qu'il n'y a jamais personne de plus important que les autres. Tout est important. J'essaie
de retenir ça et le MAC nous a bien appris des leçons en ce sens-là. Ça fait que... Et je vous dirais qu'on a analysé qui travaillait beaucoup là-dessus dans nos réseaux, dans nos partenaires et tout ça. Et je veux souligner l'apport dans ce déterminant-là de la Société d'inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick et de ces réseaux d'inclusion communautaire qui sont installés en région. La Société d'inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick a été créée. A été créé il y a peut-être une quinzaine d'années dans le but de travailler ensemble pour vaincre la pauvreté au Nouveau-Brunswick. Ce qui est intéressant de la Société d'inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick, c'est qu'elle réunit, les instances gouvernementales, donc les décideurs politiques, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui en a fait une société d'État d'ailleurs. Il réunit aussi le monde des affaires. La société rassemble aussi le monde communautaire et le quatrième grand partenaire majeur, ce sont les gens qui vivent la pauvreté ou qui l'ont vécu. Ça fait que chapeau. Puis, on voulait vous donner des exemples d'application des 12 déterminants dans nos milieux. Alors, on peut aller à la prochaine maintenant. Au niveau de l'emploi et des conditions de travail, c'est sûr que quand on a ça, on s'enrichit de plusieurs façons, que ce soit par notre réseau de contact, nos capacités à se payer des choses, de se sentir valorisé. Donc, et nous, on trouve qu'au niveau de ce déterminant-là, la population que ça peut frapper beaucoup, c'est celle de l'immigration francophone. Quand on a extrait ça, quelqu'un nous a dit, mais pourquoi? Parce que l'emploi et les conditions de travail sont souvent le plus grand obstacle à l'arrivée des nouvelles personnes venant d'ailleurs. Je pense à la reconnaissance des acquis ou des compétences ou des expertises qui ont été développées ailleurs, la difficulté à les faire reconnaître au Canada, la difficulté de se trouver un emploi. Comment, sans vouloir paraître péjoratif, je dirais combien de chauffeurs de taxi avons-nous dans les grandes villes du pays où il y a un immense potentiel et des compétences incroyables. Moi, je me rappelle d'un médecin chirurgien qui racontait qu'il avait été se faire embaucher dans une boucherie et qu'on lui avait demandé s'il y avait de l'expérience avec les couteaux. Ça fait que, et pour l'immigration francophone, un des plus grands défis qui se présentent, c'est au niveau de l'emploi et des conditions de travail. Et avec le projet de la santé de l'immigration francophone qui a été obtenu par la SSF et l'ensemble de ses réseaux, ça sera certainement un défi sur lequel on pourra peut-être travailler avec les partenaires d'établissement dans les prochaines années. Sur ce, la prochaine, pour ne pas trop prendre de votre temps, bien sûr, l'éducation, la littératie. On sait que plus le niveau d'éducation et de connaissance augmente, meilleure sera notre santé et notre capacité de nous débrouiller dans la vie et d'augmenter nos revenus. Et un organisme qui, dans les derniers temps, fait un travail formidable à cet effet-là, le Conseil pour le développement de l'alphabétisme et des compétences des adultes au Nouveau-Brunswick, qui récemment, et en raison de la pandémie, a vu l'isolement incroyable qui se passait dans les familles et a commencé à offrir des cours puis je vais trouver la terminologie juste pour dire des cours permettant aux personnes la littératie numérique pour permettre de briser l'isolement et d'apprendre aux gens peu alphabétisés à maîtriser les technologies pour pouvoir communiquer avec leurs proches. C'était un travail assez formidable. Voilà pour celui-là. Et je vois constamment qu'il y a des questions qui arrivent. On va y répondre après la présentation, si vous le permettez, pour ne pas perdre le fil, mais on ne vous oublie pas, je veux vous garantir. Les expériences vécues pendant l'enfance, le développement dans le ventre de la mère ou au cours de la petite enfance influence pendant toute la vie de la personne, bien sûr, et on veut souligner les acteurs qui aujourd'hui sont actifs dans tout le programme et tous les projets petite enfance en santé qui se vivent dans nos communautés. Il y en a 3 qui se vivent au Nouveau-Brunswick aussi. Et il y a toute la notion
la démarche Vérité et Réconciliation, et on voulait reconnaître ici l'incroyable, les sévices qui ont été vécus par les Premières Nations du Canada, entre autres. Je viens de terminer la lecture d'un livre de Michel Jean qui s'appelle « Le vent souffle encore » ou quelque chose dans ce genre-là qui témoigne de cette réalité-là. Et c'est assez fracassant. C'est un exemple de comment les expériences vécues dans l'enfance peuvent affecter ou atténuer notre santé ou l'améliorer. Voilà. Le prochain, l'environnement physique, qu'il soit naturel ou bien bâti, qui nous entoure, a un impact, bien sûr, sur notre santé. Ici, on a pris l'exemple des jardins communautaires et quelqu'un m'a souligné hier avec brillance, dans les jardins communautaires, chez nous, on cultive beaucoup plus que des légumes, on cultive des gens, on cultive des relations sociales. Je pense à des exemples où les jardins communautaires ont été développés. Le vent en parle encore de Michel Jean, merci pour la correction. Et les jardins communautaires sont utilisés, par exemple, entre les écoles et les résidences pour personnes aînées dans les communautés, autour des écoles et avec des groupes isolés socialement. Les jardins communautaires apprennent aussi toute la notion de retour à la terre, de produits locaux, d'achat local, d'écologie, etc. Ça fait qu'on les a soulignés. Voilà, le prochain, la prochaine, quand on parle de soutien social et de capacité d'adaptation, ben c'est clair que plus on est entouré, inclus et soutenu, meilleures seront nos chances de nous adapter aux changements dans notre vie et de nous sentir en sécurité. Et ici, les exemples qu'on veut souligner, le centre de bénévolat de la péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick, oui, pardon, il n'y a pas de, il est situé au Nouveau-Brunswick, effectivement, a été incroyablement efficace et accompagnateur des vulnérabilités pendant la crise du verglas qui a frappé en 2017, où ils ont offert des services d'urgence, des recours aux plus démunis et ont fait un accompagnement incroyable à la communauté. Et on veut souligner aussi le projet Atlantique Impact Aîné, qui est une coalition entre les réseaux santé en français de l'Atlantique, les regroupements pour les personnes aînées de l'Atlantique et la CBDC Restigouche pour travailler à l'inclusion sociale des aînés francophones dans nos 4 provinces atlantiques. Voilà pour le prochain. On en a 6 de fait, découragez-vous pas. Je voudrais souligner aussi, au niveau des comportements sains, on a souvent parlé d'habitudes de vie. C'est toute la question des choix que l'on fait pour s'alimenter, être actif, s'amuser, se détendre, prendre soin de sa santé mentale, etc. Tout ça favorise une capacité de s'adapter au rythme de vie trépidant actuel. On souligne ici l'Association canadienne de la santé mentale du Nouveau-Brunswick, ses nombreux services offerts aux communautés, ses interventions dans les écoles, par exemple. On salue leur ouverture à servir les francophones dans notre province et à nous offrir des services très intéressants. Et on souligne aussi la stratégie d'autogestion du réseau de santé vitalité. La stratégie d'autogestion du réseau de santé vitalité a été développée en voulant développer des services d'accompagnement pour permettre aux gens atteints de maladies chroniques d'améliorer leur capacité d'autogestion de leur santé. Et on a été heureux de recevoir la demande du réseau de santé vitalité pour intégrer nos outils sur les déterminants de la santé ou notre soleil sur les déterminants de la santé à leur stratégie d'autogestion qui sera plus englobante que plusieurs autres stratégies d'autogestion l'ont été par le passé. Maintenant, prochain. Et ici, on parle d'accès aux services de santé et là, on en aurait eu long à dire. On veut simplement souligner que tout le monde souhaite avoir accès à des services de santé puis des services socio-sécuritaires de qualité dans sa langue, le plus près possible de chez soi, quand on en a besoin, mais qu'il faut aussi rappeler que c'est le rôle de chaque personne de se maintenir en santé autant que possible, mais qu'il y a aussi une responsabilité du système d'encourager, de reconnaître et d'appuyer les efforts des personnes et des communautés
dans la prise en charge de leur santé et de leur mieux-être. Au niveau des outils ou des démarches qui ont été faites pour travailler à ce déterminant-là, je veux souligner les guides santé pour nouveaux arrivants qui se dessinent ou qui se sont dessinés partout dans les provinces, mais je pense particulièrement à celui qui a été développé ici par le Réseau Action, Organisation des services de la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, qui est un outil très utile et qui circule beaucoup dans le cadre des lieux où arrivent les nouveaux arrivants. Et bien sûr, et tout le monde pratiquement doit connaître ce mouvement-là qui s'appelle la santé en français, qui travaille à améliorer l'accès aux services de santé en français dans les communautés linguistiques en situation minoritaire au Canada, de langues officielles en situation minoritaire, puis dans notre cas particulier de la santé en français, c'est dans les provinces et territoires de partout au pays, à l'exception du Québec. Et il y a aussi le CHSSN, Community Health and Social Security Network, du Québec qui travaille à offrir des services de qualité équivalente aux anglophones du Québec. Ça fait que voilà pour l'accès aux services de santé. Je pense qu'on y va bien. Le bagage génétique que l'on hérite de nos parents est certainement toute la question de biologie, patrimoine génétique. Et c'est assez intéressant. Quand on est venu à faire ces exemples-là, un des premiers exemples qui nous a sauté à l'esprit était un exemple qui venait du Québec, on va le mentionner, le défi Pierre Lavoie. Pour ceux qui s'en souviendront, à l'origine du défi Pierre Lavoie, il y avait un père, une mère, qui avait été aux prises avec la santé de leur enfant qui était victime ou qui vivait avec une maladie orpheline, puis ils ont voulu soutenir l'activité physique et la recherche autour des maladies orphelines pour offrir une meilleure vie aux enfants du futur. C'est une de ces maladies biologiques ou génétiques peut-être incomprises là. On a aussi beaucoup associé, par exemple, les Premières Nations et le diabète. Si on regardait tous les déterminants de la santé, probablement que ça pourrait s'expliquer, mais ça a été une maladie associée à une population en particulier. Et récemment, pour ceux qui vivent au Nouveau-Brunswick, et pour les autres d'ailleurs, sachez qu'il y a une maladie neurologique mystérieuse qui semble émerger ou être oubliée dans la région côtière sud et est du Nouveau-Brunswick. La santé publique est en train d'analyser qu'est-ce qui pourrait provoquer ça. Ce serait chez les francophones, etc. Donc, quand on parle de biologie et de patrimoine génétique, c'est beaucoup dans ce sens-là. Et maintenant, si on voit la prochaine, suivante. Alors, le genre. Et ici, le genre, je vous rappellerai qu'avant, ça s'appelait sexe. Ça a évolué, Dieu merci, à l'appellation genre. Et moi, je tiens à dire que toutes les appellations sont celles de l'Agence de santé publique du Canada. Les textes et les images sont celles qu'on a développées, le MAC et la SMEF, mais les titres sont celles, les appellations sont celles reconnues officiellement par l'Agence de santé publique du Canada. Au niveau du genre, c'est sûr que celui auquel une personne s'identifie a une incidence importante sur sa santé et son mieux-être, toute la question de sécurité personnelle, des possibilités, des choix qui s'offrent à toi, de la réaction des autres face à tes choix et à tes comportements. C'est quelque chose. Je voudrais souligner une initiative qui se passe grâce à la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, des 3 districts scolaires francophones au Nouveau-Brunswick et de la communauté LGBTQ+, et qui s'appelle les sommets annuels Affiche tes couleurs, où on regroupe les jeunes des 22 écoles secondaires francophones du Nouveau-Brunswick pour pouvoir s'afficher et afficher leurs différences, en discuter et améliorer l'état de santé et de sécurité et de mieux-être de ces gens-là. C'est quelque chose auquel on est très heureux d'être associé. Et je pense que c'est la dernière qui serait, non, pardon, l'avant-dernière, mais non la moindre, notre culture. Toute la question d'identité, de langue, de croyance, de valeur, de talent artistique, d'histoire, de patrimoine, c'est notre culture. Puis, c'est sûr que l'appartenance à une communauté culturelle minoritaire peut avoir une influence sur la capacité d'accès à des services dans sa langue ou être une cause d'exclusion sociale.
Tous les gens qui travaillent en santé en français le savent. Je voulais souligner une initiative de partenaires de Nouveau-Brunswick de multiples horizons qui s'appelle l'aménagement culturel du territoire, qui découle des États généraux des arts et de la culture, où on veut aménager et rendre sensible à l'aspect culturel tout le territoire du Nouveau-Brunswick. Et c'est mené par l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, le Conseil provincial des sociétés culturelles, l'Association francophone des municipalités, et j'en passe plusieurs instances du gouvernement. Et le MAC et la SMEF sont heureux d'y être associés aussi. Et la dernière, mais non le moindre, et il n'y avait pas d'ordre de privilège, c'est comme ça qu'ils sont listés, la race et le racisme, toute la question de pouvoir célébrer son ethnicité et sa différence sans subir de racisme et de préjugés renforce le sentiment d'inclusion et de sécurité. Les deux exemples qu'on a voulu faire là, c'est certainement toute la démarche de vérité et réconciliation pour reconnaître la valeur et la force inimaginable des Premières Nations et le projet santé en immigration francophone dont je vous parle, et c'est sûr que toute la question de race et de racisme est au cœur de cette démarche-là. Ça fait que ça fait le tour des choses. Je voudrais, suivante, vous dire qu'on a réalisé en faisant l'analyse qu'on pouvait aussi agir globalement sur les déterminants de la santé. Il y en a certainement plusieurs autres, mais celles qui nous ont frappés, on a 4 démarches qu'on a trouvées qui étaient interpellées puis touchées par l'ensemble des déterminants de la santé. Bien sûr, celle des communautés écoles en santé que l'on soutient depuis plusieurs années. La démarche de pédiatrie sociale qui est en émergence au Nouveau-Brunswick de façon assez fantastique. Le réseau féministe du Nouveau-Brunswick s'est engagé dans une analyse comparative selon les genres et ont fait des déterminants de la santé le cœur de la façon de faire cette analyse comparative-là. Et le réseau des municipalités et communautés Amis des aînés, qui pour nous touche aussi à l'ensemble des déterminants de la santé. On continue. Pour vous faire quelques constats, nous, ce qu'on a pu observer au fil du temps, c'est qu'il y avait un grand appétit de la communauté pour de l'information sur les déterminants de la santé, puis qu'elle ne se démentait pas parce qu'on l'a depuis à peu près 2005 jusqu'à 2021, c'est intéressant. On a vu aussi une certaine méconnaissance de la part de plusieurs partenaires de ce que sont vraiment les déterminants de la santé. Puis aussi de l'importance de leur faire une place dans les soins de santé primaire. Pour plusieurs, ils disent oui, on connaît ça, les déterminants de la santé, ne nous tenez pas avec ça. Mais finalement, la promotion de la santé, la prévention, l'action sur les déterminants de la santé, c'est une partie indissociable des soins de santé primaire, puis on voulait le rappeler. Et un autre constat, c'est qu'on a réalisé que les déterminants de la santé sont des portes d'entrée assez fantastiques et qui peuvent avoir le potentiel d'être encore plus efficaces à l'engagement citoyen et communautaire comme valeur ajoutée avec et dans le système de santé et là aussi. Ça fait que voilà, et en continuant, je vous dirais que je vais faire un petit rappel et je remercie le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick de nous avoir développé ce modèle très, très révélateur qu'il appelle le modèle de la santé de la population, qui est adapté de divers modèles de santé de la population, mais qui s'aligne avec l'Agence de santé publique du Canada et qui nous rappelle que 40 de l'état de santé des individus et des communautés, c'est lié à des comportements de santé, à des facteurs socio-économiques, un autre 40 10 des services de santé qu'on pourrait peut-être appeler des services de maladie et 10 l'environnement physique. Ça fait quand on parle d'agir sur les déterminants de la santé, on parle aussi de ne pas oublier les 90 qui restent après les services de santé. La suivante. Donc, je vous dirais que quelles étaient les ambitions de la présentation? Quand on nous a offert ça, on a dit « wow », après ça, on a dit « bon, il faut la faire ». Nous, on voulait faire valoir qu'il existait de l'information actualisée, pertinente sur les déterminants de la santé. On voulait vous encourager à les utiliser autant que faire se peut, tous ces outils-là, pour contaminer le plus grand monde possible à l'importance des déterminants de la santé. C'est à peu près la seule place en promotion de la santé où on a le droit de contaminer et que c'est correct. Ça fait que profitons-en.
Et on voulait aussi inviter tous les partenaires, puis là, j'interpelle les gestionnaires, les décideurs, les professionnels, les institutions de formation et les acteurs de la communauté à s'inspirer des déterminants de la santé dans le cadre de l'ensemble de vos travaux et de vos interventions. Ça nous ferait grand plaisir, mais surtout à la population et à la communauté qui pourrait y trouver son compte. Et maintenant, si vous voulez aller à la prochaine, puis, je vous dirais que voici les liens d'intérêt. J'ai parlé du document pour mieux travailler ensemble qui présente des modèles et des pratiques favorisant le rapprochement entre les communautés et le système. Du tour d'horizon sur le thème des déterminants de la santé, qui a analysé toutes les perspectives et tout ça. Et il y a aussi le lien vers les outils de promotion de la santé. Et je voudrais vous dire qu'après l'analyse qu'on en a faite, ce qui nous a encouragé le plus, on s'est aperçu que nos babines suivaient nos bottines suivaient nos babines, qu'on a constaté que la stratégie nationale pour la promotion de la santé en français qui avait été, je pense, lancée au début des années 2010, ben, on suivait ces grands axes d'ambition. On essayait d'influencer les politiques publiques, on soutenait l'action sur les déterminants de la santé, on essaie de renforcer les capacités communautaires et bien sûr de développer connaissances et compétences. Ça fait que sur ça, je pense que ça, Sérivan, si tu veux aller à la prochaine, je pense qu'on arrive à rappeler les sites web de la SMEF et du MAC. Le proverbe africain qui dit « Seul, on va certainement plus vite, mais qu'ensemble, on ira toujours plus loin ». Et pour vous dire merci avec des petites mains colorées que j'aime au plus haut point. C'est des enfants dans les écoles ou dans les centres de petite enfance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara, et de ce tour de piste de l'ensemble des déterminants de la santé. Maintenant, ben, on a la présentation d'aujourd'hui était vraiment prévue pour vraiment solliciter beaucoup d'interactions de la part de vous, participantes et participants, pour nous donner un peu comment est-ce que ça se passe chez vous, l'utilisation des déterminants de la santé. Il y a quelques personnes déjà qui ont indiqué que dans leur coin, il y avait du travail qui était fait à ce niveau-là. J'inviterais peut-être Vanessa Couturier. Vanessa, est-ce que tu aimerais qu'on ouvre ton micro pour pouvoir peut-être témoigner de la façon dont ça se passe dans ton coin, en rappelant que Vanessa est du Nouveau-Brunswick, mais qu'aujourd'hui, nous avons une fort belle participation de gens d'un bout à l'autre du Canada, le Nunavut, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick. Donc, merci beaucoup à tous. Il y a une belle variété de partenaires aussi, des gens de la communauté, des réseaux de santé. Vanessa, à toi. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Peut-être nous présenter. Qui es-tu? Quel est ton rôle, Vanessa? Oui, eh bien, je m'appelle Vanessa Couturier, puis je porte un peu deux chapeaux. Je suis conseillère en développement communautaire au réseau de santé et vitalité dans la région Chaleur, au Nouveau-Brunswick, donc Bathurst et ses environs. C'est quand même un nouveau poste là, qu'on a touché un petit peu avant la pandémie. Puis depuis la pandémie, j'occupe comme un autre chapeau comme coordonnatrice régionale de la résilience. Puis, je vais vous parler un peu de cette initiative-là. Dans le fond, c'est une initiative qui a été lancée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick en réponse à la pandémie. De un, pour réduire les impacts de la santé publique sur la communauté. Donc, ça, c'était comme la première partie de l'initiative. Puis là, on se penche plus vers le rétablissement et le renforcement des capacités communautaires. Comment est-ce que dans nos communautés, on peut mieux se rebâtir, puis tout en proposant des changements structurels, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, comme Barbara l'a mentionné, au niveau des politiques publiques, tout ça qu'on peut apporter comme du poids. Donc, on est des comités qui sont multisectoriels, qui sont composés des municipalités, des organismes communautaires, des écoles, gouvernements, milieu des affaires aussi pour adresser les impacts économiques. Puis là, j'en passe parce que chaque région a ses propres partenaires autour de la table.
Puis, on a fait de l'exercice là, au cours de la dernière année à se pencher sur les impacts de la pandémie pour notre communauté, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour adresser ça. Puis, on se penche toujours sur les déterminants de la santé comme outil de base là, pour guider nos actions. Puis là, justement, on est dans une planification plus à long terme pour voir selon les statistiques, mais aussi selon ce qu'on a vu dans nos communautés avec la pandémie, sur quoi on veut agir. C'est-tu la sécurité alimentaire? C'est-tu la question du transport? Il y a toutes sortes, toutes les régions ont des priorités différentes, mais je voulais juste mentionner que le document qui est sorti tout récemment là, du MaxNB, je le trouve super parce que je trouve qu'il permet de vulgariser un concept qui peut être intimidant pour plusieurs. Puis quand on travaille, des gens de toutes sortes de différents secteurs, je trouve ça, en tout cas, moi, je le trouve comme un outil vraiment le fun pour pouvoir dire, comme on dit, straight to the point, qu'est-ce que ça mange en hiver des déterminants de la santé. Donc, bravo pour ce beau document. Puis merci beaucoup, Barbara, pour cette belle présentation. Est-ce que je peux réagir? Absolument. Merci et bravo pour le travail que vous faites pour soutenir la résilience des communautés. On connaît beaucoup de nos partenaires communautaires et même du système qui sont impliqués dans vos réseaux régionaux. Et bravo pour ce travail-là. Puis si vous pouvez utiliser les déterminants de la santé et les outils qu'on a, bravo pour ça. On est certainement ouvert à développer des partenariats, que ce soit avec les réseaux régionaux. C'est plus difficile parce qu'on n'a pas les capacités de tous les suivre, mais au niveau provincial. Et aussi, je remarquais qu'il y avait beaucoup de questions qui disaient, est-ce que ces outils-là sont disponibles en anglais? Pour le moment, malheureusement, non. Mais si le ministère de la Sécurité publique et les instances du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui soutiennent les réseaux régionaux en appui à la résilience communautaire étaient intéressés, on est toujours prêt à partager nos expertises et à rendre nos outils le plus accessibles possible. Donc, parce que chez nous, on dit souvent en anglais, if you've got the money, honey, we might have the time. Ça fait que c'est juste pour dire qu'on est absolument prêt à collaborer avec le gouvernement. On le faisait déjà par le passé avec la direction du mieux-être du gouvernement du Nouveau-Brunswick et je salue en passant Cathy Orser qui posait aussi des questions. On est prêt à les rendre et à demander à notre graphiste et à des gens de traduire ça et on est prêt à travailler avec vous. Plus il y aura de gens qui seront touchés par les déterminants de la santé et de décideurs politiques, plus on aura de force ensemble. Merci beaucoup. Écoutez, moi, j'ai le goût de... On a vu dans les questions en début de webinaire aujourd'hui par rapport à votre utilisation des déterminants de la santé. Vanessa vient de nous donner un témoignage de l'utilisation des déterminants de la santé pour l'ensemble des 12 équipes du côté du Nouveau-Brunswick. Moi, je me demandais, est-ce que parmi les gens qui sont présents aujourd'hui, ou même toi, Barbara, bien entendu, est-ce que vous avez, comment ça se passe quand vous voulez, au sein d'une équipe ou au sein de votre milieu, quand vous dites, OK, voici, j'ai les déterminants de la santé, comment, est-ce que vous avez du travail à faire pour convaincre les autres partenaires autour de la table de ce que sont les déterminants, puis l'importance de les utiliser pour préparer vos interventions. Donc, je lance ça dans l'univers de tous ceux qui sont autour de la table. Comment ça se passe chez vous quand vous décidez d'utiliser une approche avec les déterminants de la santé? Est-ce que c'est bien reçu? Est-ce qu'il y a des réticences? Est-ce qu'il y a des aha moment? Comment ça se passe? Comment ça se vit chez vous? Je ne sais pas qui tu veux qui réponde. J'ai envie, premièrement, pendant que les gens pensent à une réponse, de dire à Cathy Orser qu'elle peut communiquer avec nous. On essaiera de la mettre en lien avec les responsables de la stratégie d'autogestion du réseau de santé vitalité. Je sais qu'elle est sur le point d'être approuvée et lancée. Là, ça fait qu'on pourra servir de passerelle d'information absolument. Moi, puis je vais parler de réticence, je dirais. C'est pas de la réticence, c'est une grande, grande importance aux hôpitaux. On dirait qu'on a rendu les populations vulnérables en leur
en leur disant que si leurs hôpitaux fermaient, tout le monde allait mourir. Puis il faut rappeler qu'il y a, puis je pense que c'est un discours très curatif, orienté vers le curatif, où la personne la plus importante, puis je les trouve fantastiques. Quand j'ai besoin d'un médecin de ressources humaines, d'une infirmière praticienne, d'une infirmière, c'est fantastique qu'elle soit là. Mais il reste qu'il y a 90 du temps où on peut prendre soin de soi-même, être épaulé par nos communautés, puis tout ça. Ça fait que des fois, c'est comme si les déterminants sociaux étaient, ou les déterminants de la santé, c'était comme ça. Ah, arrêtez de nous tenir avec ça. Ça n'a pas de lien avec ce qu'on fait. Nous autres, ce qu'on fait est important. Ça fait que moi, je le sens souvent de la part des acteurs qui sont dans le curatif que ce qu'ils font est important, puis que l'action sur les déterminants de la santé, ah, ben ça peut attendre, c'est pas grave. Mais je ne généralise pas. On a eu de formidables alliés, je pense au groupe Prescription Action à Edmundston, où ils encourageaient les gens à faire de l'activité physique, où des gens ont été assez exceptionnels dans ce sens-là. Voilà. Mais si quelqu'un d'autre, j'aimerais d'entendre les autres. Oui, bien en fait, on a Cathy Orser du ministère du Développement social qui nous indique qu'elle, quand elle utilise les déterminants de la santé, ça permet de créer un agenda collectif auquel l'ensemble des partenaires, peu importe les secteurs auxquels ils appartiennent, ça a du sens pour eux, puis les gens se raccrochent facilement à cette approche-là. On a aussi Linda Longen du côté de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick qui dit qu'elle utilise les déterminants pour faire un atelier d'information aux futurs professionnels, puis qu'ils en redemandaient. Donc, on voit à quel point il y a un impact là-dessus. Elle mentionne aussi, Linda mentionne, elle est l'agente de développement communautaire pour l'ARCEF, le centre de santé du côté de Saint-Jean, et elle dit l'emphase des déterminants sur l'approche auprès de leur clientèle a aussi créé son influence. Merci beaucoup. Si je peux me permettre d'ajouter, moi, j'ai vu les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick prendre nos affiches, les afficher partout sur leur mur. Tout le monde qui rentrait là-dedans savait c'était quoi. J'ai vu le centre de santé communautaire à Lamec faire la même chose. J'ai vu qu'aujourd'hui, par exemple, on travaille beaucoup étroitement avec le réseau Vitalité, d'une autre façon avec le réseau Horizon, mais où nos outils sur les déterminants de la santé, par exemple, seront présentés demain à la concertation des organismes de l'Acadie du Nouveau-Brunswick et vendredi au comité consultatif régional de vitalité sur les soins de santé primaires, qui est formé des VP, des directeurs, etc., etc. Avant, on n'aurait jamais eu une pareille tribune. Ça fait que je trouve, puis il y a beaucoup d'appétit, comme je l'ai dit, de la part de la communauté, qui prend ces affiches-là, puis qui les promène partout, puis qui dit au monde, « Hey, on peut faire ça, tu sais, puis je vois beaucoup des gens qui ont fait des commentaires, qui sont des gens qui agissent à chaque jour sur les déterminants de la santé, puis je salue leur engagement en ce sens. Et aussi, ce que j'ajouterais, c'est que les gens qui sont présents aujourd'hui proviennent de différents secteurs. Donc, oui, du secteur de la santé, mais on a aussi des gens des secteurs de l'éducation, de la recherche, des secteurs communautaires. Donc, on voit à quel point l'approche des déterminants puis le langage des déterminants de la santé, ça rejoint vraiment l'ensemble des personnes. Barbara, donc, on a parlé de possibilités de traduire les outils, s'il y a du financement, une demande de ce côté-là. Mais dans d'autres milieux, comme je pense au Nunavut, Colombie-Britannique, d'autres communautés francophones et acadiennes un peu partout au pays, est-ce que ces outils-là peuvent être utilisés par les gens, adaptés? Comment est-ce que avez-vous des histoires d'adaptation des outils dans d'autres provinces et territoires au Canada? Oui, ben moi, je pense que les gens peuvent prendre nos outils puis en faire, j'ai envie de dire, tant qu'ils en citent la source et qu'ils sont fidèles aux informations qui ont quand même été très, très recherchées et étoffées, et c'est des données probantes que l'on pose là. Ça fait qu'ils peuvent les utiliser à bon escient s'ils souhaitent changer pour les adapter à un format en Colombie-Britannique ou au Nunavut. On n'a pas de problème avec ça. Nous, on est un réseau, puis la SMEF aussi, la Société Santé Mieux-être en français et le MAC, où on partage les connaissances, les ressources,
Et si on veut contaminer le monde, on ne peut pas lui dire, ben, touchez pas nos affaires. Oui, on n'a pas, on est en train d'explorer de nouveaux projets, de nouvelles formes pour travailler, par exemple, en santé mentale. L'Association canadienne de la santé mentale, les intervenantes vont dans les écoles primaires francophones à l'intention des troisième années et on a monté une présentation où on présente aux jeunes les plus importants déterminants de la santé qui peuvent monter leur estime de soi et arrêter l'intimidation puis tout ça. Et il y a du succès dans ces affaires-là. Ça fait qu'il y a toutes sortes de façons d'adapter et d'utiliser. Le MAC est absolument ravi et la SMEF, je suis sûre aussi, j'ai vu que Gilles Viennot était là à un moment donné, de partager nos outils avec le plus grand nombre possible. Et s'il faut les adapter, puis tout ça, ben, à un moment donné, on peut discuter. J'ai vu Cathy qui disait, oui, ça peut être une belle forme de collaboration, de traduire. Mais notre ambition, nous, ce n'est pas d'offrir des services en français, on sert les communautés francophones et acadiennes, mais si ça permet d'influencer les politiques, de montrer notre ouverture au partenariat et notre ouverture à la collaboration, on n'a aucun problème. C'est juste qu'on ne peut pas mettre nos ressources là-dessus. Mais si des gens arrivent avec... On l'a déjà fait, par exemple, avec un guide. Oh, je ne me rappelle plus quoi, mais c'était avec la Fédération des jeunes francophones de Nouveau-Brunswick. On avait un guide sur l'inclusion sociale, on avait un guide sur école en santé, sur bâtir une communauté en santé. C'est tous des outils qui ont été traduits à un niveau national ou provincial parce que les partenaires estimaient que ça serait utile. Ça fait qu'on est très, très ouvert à ça. Et on sait qu'on travaille aussi avec des partenaires, puis je pense à beaucoup, mais je vais nommer le bureau de la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick ou avec le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick ou avec le réseau de santé Horizon, où ils apprécient d'avoir des outils dans les deux langues officielles. Ben, on est ouvert à collaborer avec eux pour rendre ça possible. Parfait. Écoutez, je veux juste rappeler à tout le monde, on n'a pas terminé, bien entendu. Il nous reste encore quelques minutes et on va les utiliser. Vous allez voir apparaître à l'écran un sondage qui vous permet d'évaluer le webinaire d'aujourd'hui. Et pendant que vous complétez ce sondage-là, et pour vous rendre jusqu'à la dernière question du sondage, vous devez toucher à la bande grise qui est le long de la boîte et la faire défiler jusqu'au bas pour pouvoir répondre à toutes les questions puis par la suite soumettre. Mais Barbara et peut-être les autres personnes présentes aujourd'hui, si jamais, parce que là, quand on adopte une approche des déterminants de la santé, il faut être ouvert un peu à traiter toutes sortes d'enjeux. Hein, ça pourrait être des enjeux qui sont un peu plus sensibles pour des gestionnaires ou Comment est-ce qu'on fait pour traiter ces enjeux-là ou comment est-ce qu'on fait pour faire passer la priorité qui a pu être établie par le groupe de gens consultés à la lumière de l'ensemble des déterminants? Bien, je pense que c'est quand on élargit le point particulier à d'autres choses. Puis je me rappelle, puis c'est Estelle, ma collègue, qui était la plus calée dans ce dossier-là, mais et la plus impliquée. Mais je vais vous... Une anecdote, le réseau féministe de Nouveau-Brunswick qui est en train de travailler, puis eux autres, l'intérêt, c'est de défendre le droit à l'avortement au Nouveau-Brunswick qui a été testé, etc. Je ne veux pas aller dans ce sujet délicat-là, sauf pour dire qu'on a réalisé qu'ils étaient focusés là-dessus, puis qu'en adoptant une approche qui leur permettait de faire l'analyse comparative autour des déterminants de la santé, ils pouvaient toucher beaucoup, beaucoup de facteurs, puis influencer la santé des femmes et amener peut-être ces services-là par l'influence de politique publique d'une autre façon. Ça fait que c'est peut-être ça que je dirais. Ça fait que moi, je pense que les déterminants de la santé, l'information, on la fournit. Après ça, je pense que c'est à chacun de se les approprier. Mais ce qu'on trouve le fun, c'est que ça permet des amorces. Quand on parlait de promotion de la santé avec les acteurs du système, ils disaient on n'est pas là-dedans. Quand on parle de l'action sur les déterminants de la santé, on a après parlé de renforcer les capacités des communautés à se prendre en charge, à devenir plus en santé et à s'éloigner du système de maladie. Ben, je pense que là, on perçoit de l'intérêt. Ça fait que ça, moi, je pense que c'est aux gens à se les approprier puis à les utiliser à bon escient pour pousser plus loin leur message qui parfois ne passe pas. C'est une des façons. Merci beaucoup, Barbara. Donc, ça nous donne une bonne piste. On arrive à la toute fin du webinaire d'aujourd'hui.
Je tiens à remercier toutes les personnes présentes pour vos interventions en ligne ou de façon verbale. Je remercie aussi, bien entendu, Barbara Lausier, directrice générale du MAC et organisme collaborateur pour le réseau Action communautaire de la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, ainsi qu'Estelle Lantaigne, directrice du réseau Action Organisation des services, de la SMEF, pour avoir préparé une présentation de grand intérêt et qui a aussi stimulé la discussion aujourd'hui. Je vous invite à aller faire un tour sur le site du Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick pour vraiment fouiller au niveau des outils, des publications qui sont en ligne, qui sont à votre disposition en français, totalement gratuitement, et en faire bon usage dans vos milieux. Préparer des affiches, même si on pense que tout est au niveau virtuel, les gens apprécient toujours de voir des affiches, décorer votre environnement, tapissez-le des différentes affiches, des feuillets d'information sur les déterminants. Donc, Barbara, un grand merci, félicitations pour cette présentation et les merci rentrent un après l'autre en ligne. Donc, Nathalie, si tu permets, je voudrais seulement souligner que les outils seront également disponibles sous peu sous le nouveau site web de la SMEF, qui est en reconstruction, mais je voulais seulement le souligner parce qu'on a mis le lien à ça. Parfait. Et je rappelle à tout le monde que la présentation de notre conférencière d'aujourd'hui sera disponible sur le site de la Société Santé en français dès la semaine prochaine, de même que l'enregistrement du webinaire. Donc, vous pourrez en parler avec vos collègues, vos amis, les membres de vos communautés pour leur recommander d'aller écouter le webinaire. Un grand merci, Barbara Lausier. Bon succès dans toutes vos entreprises. Au revoir.